Bon, alors j'ai eu la chance pour préparer le summit d'aller à Sainte-Anne avec Guillaume pendant une demi-journée de Gemba. Et donc j'ai pu voir concrètement comment est-ce que Guillaume construit brique par brique, personne par personne, tout le système d'amélioration continue du GHU. Donc tout ce que vous allez voir dans la présentation, je peux vous certifier, a été réalisé sans trucage ni effets spéciaux. Et donc je vous remercie d'applaudir bien fort Guillaume Couillard, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci de m'accueillir ce matin pour vous partager une partie de notre démarche dans l'amélioration continue. Alors, la présentation s'appelle « Construire un hôpital apprenant ». Je pense que c'est une construction qui est encore largement en cours, mais dont je vais essayer de vous partager à la fois la logique, l'avancement bien sûr, mais aussi la logique qu'on a construite depuis maintenant presque 3 ans. Alors 2 mots avant de commencer sur le GHU. Le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, c'est un établissement de santé qui est essentiellement basé à Paris, comme le montre la photo, et qui fait essentiellement majoritairement de la psychiatrie, mais aussi un petit peu des neurosciences, donc neurologie, neurochirurgie, réanimation, etc. Et on a quelques établissements en dehors de Paris, mais la plupart de notre activité est quand même centrée à l'intérieur de la capitale. 5600 personnes pour donner un ordre de grandeur. Alors, à l'hôpital, tout part toujours du patient. Donc le début de notre raisonnement, le début de notre approche part toujours du patient, parce que notre mantra, notre objectif est toujours d'améliorer la prise en charge de nos patients, et pour ce faire, d'essayer de faciliter la vie de nos soignants. C'est la phrase que je répète à peu près 10 fois par jour. Améliorer la prise en charge de nos patients, et pour ce faire, faciliter la vie des soignants. Et donc, quand on s'intéresse aux patients, on s'intéresse d'abord à ce qui leur arrive, évidemment. Et donc là, je vous ai mis un exemple, fictif, mais en fait assez classique de ce que peut être un parcours patient dans un hôpital, quelles que soient les circonstances, en urgence ou pas en urgence. Le patient est accueilli, voit peut-être une première fois un médecin, qui lui prescrit par exemple un examen de biologie, donc une prise de sang. On va lui faire sa prise de sang, on attend les résultats, puis de nouveau on revoit le médecin qui interprète le résultat de laboratoire, pose éventuellement un diagnostic, prescrit des médicaments, et le parcours du patient peut continuer, prise de médicaments, éventuellement hospitalisation, pas hospitalisation. Vous voyez, quelque chose d'assez banal finalement, qui pourrait même arriver en dehors d'un hôpital. Un parcours extrêmement simple. Du point de vue du patient, c'est ce qui lui arrive, c'est ce qu'il va vivre. Les gens qu'il va rencontrer, les circonstances dans lesquelles il les rencontre, les temps d'attente entre les différentes étapes, la façon dont on va s'occuper de lui du début à la fin de ce parcours, c'est ce que lui voit. Mais derrière tout ça, ce qui nous a intéressés, c'est de comprendre finalement les déterminants de tout ça. Qu'est-ce qui est derrière ce parcours que voit le patient ? Derrière ce parcours, il y a beaucoup de décisions. Alors il y a des décisions immédiates, il y a la décision du médecin, les décisions du médecin, il y a l'acte de l'infirmier qui va lui faire une prise de sang, il y a des choses qui sont immédiates, puis il y a des décisions qui parfois ont été prises longtemps auparavant. On a décidé d'organiser le service d'une certaine manière. On a décidé d'un effectif présent ce jour-là, d'un effectif médical, d'un effectif soignant. On a décidé d'organiser le transport du prélèvement sanguin d'une certaine manière entre l'endroit où le prélèvement est fait et le laboratoire de biologie. Ce laboratoire de biologie, il a été décidé de le configurer d'une certaine manière. Il a des équipements. Il peut faire certains examens, mais pas d'autres. Certains examens sont faits sur place, d'autres sont sous-traités. Ces équipements sont entretenus selon une certaine modalité. Ils sont approvisionnés en réactifs selon une certaine modalité.
toutes ces décisions se cachent derrière le parcours du patient. Alors, c'est des décisions de portée extrêmement variable. Certaines ont peu d'impact direct sur le patient, d'autres peuvent en avoir beaucoup. Si on décide que beaucoup d'examens ont été sous-traités, ça peut se traduire par un allongement du temps d'attente, par exemple. Alors vous allez me dire, c'est grave, c'est pas grave, j'en sais rien. En tout cas, ça a une conséquence sur l'expérience du patient. Toutes ces décisions, donc, qui parfois ont été prises des années auparavant, la façon dont les locaux sont configurés, même d'une certaine manière d'ailleurs, le personnel présent ou pas présent, qui résulte de choix de nombre de gens formés tous les ans, tout ça sont des décisions qui influent sur le parcours de notre patient et sur son expérience. Et donc la conclusion de ça, en tout cas ce qu'on s'est dit, le point de départ de notre raisonnement, c'est que si on veut améliorer le sort de notre patient, il faut améliorer la façon dont on prend les décisions. Alors, j'ai dit la façon dont on prend les décisions. Vous avez vu qu'il y a pas mal de gens qui prennent potentiellement des décisions là-dedans. Il y a des médecins, des soignants, d'une manière générale, des administratifs. Tous ces gens prennent des décisions. Et donc la question qu'on va se poser, c'est comment prendre de meilleures décisions. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. On passe d'une question comment améliorer le parcours du patient, qui est une question en fait compliquée parce que améliorer par rapport à quoi? C'est quoi le référentiel? On va tomber sur des référentiels médicaux. C'est un sujet compliqué à aborder. À comment prendre de meilleures décisions. Comment prendre de meilleures décisions est plus facile parce que d'abord c'est intrinsèquement décentralisé comme manière de prendre le sujet. Comment chacun peut prendre de meilleures décisions. Comment placer chacun dans de meilleures conditions pour qu'il puisse prendre de meilleures décisions. C'est un truc fondamentalement décentralisé comme approche. Et c'est un truc qui n'est pas du tout, qui ne fait pas appel, a priori en tout cas, à une remise en cause de référentiels ou à une interrogation de référentiels de nature médicaux. On n'a pas à interroger de savoir quelle est la bonne pratique médicale. On va essayer de placer les gens dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent appliquer ce qu'ils pensent être le meilleur choix. Donc on passe de comment améliorer le parcours du patient à comment prendre de meilleures décisions. Alors vous allez me dire, ok, comment prendre de meilleures décisions on n'a pas attendu ni le Lean ni l'amélioration continue pour se poser cette question-là. Et puis si des structures de la taille d'un hôpital comme celui dans lequel je travaille, le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, 5600 personnes, si un hôpital fonctionne quand même un peu, c'est qu'on a quand même réfléchi 2 secondes à la façon de s'organiser pour prendre des bonnes décisions. Donc, il y a une réponse un peu évidente à ça. Et la réponse qu'on fait d'habitude, c'est une organisation qui permet de confronter ces 3 logiques. Le raisonnement médical, dont j'en ai parlé, le raisonnement médical, la logique administrative, la pratique soignante. Comment on les confronte d'habitude, ces 3 logiques? Eh bien, on les confronte comme ça, en faisant de la bureaucratie. C'est-à-dire une organisation qui distribue des rôles et responsabilités et qui définit des procédures. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de spécifique à l'hôpital là-dedans. On organise les choses de façon traditionnelle. Il y a une direction des finances, une direction des RH, une direction des soins, une direction de la politique médicale, etc. Et puis il y a des procédures qui définissent la façon dont les choses doivent se passer. Comment on fait un recrutement, comment on commande un réactif, comment on demande une prise de sang, comment on commande un transport, etc., etc. Et si chacun fait ce qu'il a à faire, et si chacun respecte les procédures, bah, tout devrait bien se passer. Nos décisions, elles sont forcément bonnes par définition, puisque on a bien défini les rôles et responsabilités et on a bien optimisé les procédures.
D'ailleurs, on le dit tout le temps, ça irait quand même mieux si chacun faisait ce qu'il a à faire. Surtout les autres, d'ailleurs, en général. C'est vrai, d'ailleurs, ça irait quand même mieux si chacun faisait ce qu'il a à faire. Bon, le problème, c'est que à l'hôpital, on a ça. On a en permanence cette coexistence des différentes logiques dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure par l'illustration du parcours du patient. Un raisonnement médical, un médecin qui veut évidemment la meilleure pour son patient, donc il va prendre les décisions en fonction de référentiels de soins qui sont le meilleur standard des soins au moment où on se trouve. Une logique administrative qui existe aussi, qui est le respect d'un certain nombre de lois, de règlements, de limitation des ressources, de choses comme ça, qui est quand même nécessaire. Et puis une pratique soignante, qui est encore autre chose, qui est un peu différente encore de la pratique médicale, qui est la façon dont on va interagir avec le patient, la façon dont on va organiser les soins. Alors parfois, c'est pas toujours évident ce truc-là. Alors on dit oui, mais quand même, pratique soignante, les choses doivent être quand même un peu... Enfin, je veux dire, une infirmière, c'est une infirmière, quoi. Enfin, on n'a pas de différence d'un service à l'autre. Ouais, essayez de fusionner deux services, même de la même spécialité, vous verrez. Avant que ce soit vraiment un seul service qui fonctionne de la même façon, il va se passer quelques temps. Donc, il y a quand même un truc là, quand même une vraie pratique soignante. Donc, pour concilier ces trois logiques, d'habitude, on fait la bureaucratie. La bureaucratie, c'est simple, chacun fait ce qu'il a à faire. Bon, le problème, c'est qu'évidemment, il y a quelques limites au modèle bureaucratique, et c'est là-dessus qu'on va travailler. D'abord, on suppose que l'information est parfaitement connue par tous et qu'il n'y a pas d'effort à faire pour connaître la vraie information. C'est-à-dire, pas d'effort à faire pour savoir quel est le vrai problème. Tout le monde est censé avoir la bonne information. Évidemment, postulat pas du tout vérifié dans la réalité, où l'information circule en réalité assez mal. Et puis, deuxième chose, on suppose que tous les gens sont parfaitement formés, compétents à leur poste pour assumer leur rôle, puisqu'ils sont là où ils sont, c'est que sans doute ils sont nécessairement et suffisamment compétents pour l'assumer. Et là aussi, c'est un postulat qui est probablement un peu fort, et je vais vous en donner quelques illustrations. Donc, fin de la partie un peu raisonnement théorique. Pour améliorer le sort de nos patients, il faut prendre de meilleures décisions, il faut placer les gens dans situation de prendre de meilleures décisions, et pour faire ça, on va travailler sur un système qui vise ces deux objectifs, partager l'information pertinente et développer les personnes. Donc tout ce que je vais vous raconter maintenant, qui est ce qu'on a mis en place au GHU, vise précisément à ces deux objectifs-là, faire en sorte que l'information soit mieux comprise et partagée, et que les personnes soient dans des bonnes conditions pour utiliser cette information et faire la bonne résolution de problèmes à la place qui est la leur. Alors, pour ce faire, évidemment, comme toujours, tout commence par le terrain. Tout commence par le terrain. Donc, j'y reviendrai en conclusion, parce que au départ, quand je me suis lancé dans cette affaire-là, donc je suis arrivé directeur de cet hôpital, et je me suis dit, bon voilà, il faut faire de l'amélioration continue. J'avais été convaincu par le fait que l'amélioration continue était très adaptée à l'hôpital. Évidemment, je me suis dit, bon, comment on fait sur un truc qui fait 5600 personnes, personne n'a jamais entendu parler d'amélioration continue, personne n'est jamais venu au Lean Summit. C'est plus le cas cette année, il y a beaucoup de gens qui sont là. Mais n'empêche que c'est pas complètement évident, quoi, de se dire, voilà. Et j'en ai parlé donc avec mon sensei qui m'a dit, oh, t'inquiète pas, tout va venir avec le Gemba. Alors je dis oui, enfin bon. Honnêtement, j'étais hyper sceptique. Alors j'aime bien aller sur le terrain, hein, j'adore ça même. Et
Et j'y vais toutes les semaines. Mais enfin, quand même, ma petite personne, aller sur le terrain une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, les bonnes semaines, avant de convaincre tout le monde de se lancer dans de nouvelles manières de fonctionner, je me suis dit, quand même, la marche est haute, je suis pas sûr que ça suffise complètement. En fait, bah, plutôt si. J'ai un peu changé d'avis sur ce sujet. Le Gemba a un rôle extrêmement important dans la démarche, c'est même le socle de la démarche. Donc j'y passe beaucoup de temps, j'y vais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Et c'est à la fois, pour moi, évidemment, extrêmement important pour mieux comprendre ce qui se passe, mais ça drive, en fait, c'est le carburant de l'ensemble de la démarche, parce que ça permet aussi d'être en soutien des équipes qui sont au cœur des 3 boucles d'apprentissage que constitue notre système. Alors, les 3 boucles d'apprentissage. C'est le cœur du système qu'on a mis en place. La première boucle est une boucle de proximité. C'est une boucle de pur apprentissage. Donc on va essayer de mieux comprendre ce qui nous arrive au quotidien par le biais de courtes réunions hebdomadaires. Je vous ai mis un exemple de support qu'on utilise pour ces réunions-là. Alors ça concerne, donc là on est vraiment au niveau des équipes. Donc dans le soin, ça va être une équipe de soins. Donc typiquement infirmiers, aides-soignants, cadres de santé. Mais ça concerne en fait l'ensemble des services de l'hôpital. Donc ça peut concerner les directions administratives, techniques, logistiques. Tout le monde est invité à faire ce travail qui consiste en de mini-retours d'expérience. De mini-retours d'expérience, une fois par semaine, 15 minutes, pour décortiquer ce qui nous arrive et mieux comprendre ce qui nous arrive. Donc c'est la décision vraiment individuelle. Je vous donne quelques exemples. Quand on admet un patient en hospitalisation, il y a en général, dans tous les services de France et de Navarre, quand vous admettez un patient dans une hospitalisation, il y a toujours un certain nombre d'examens à l'entrée. On vérifie un certain nombre de choses. Donc, évidemment, ça dépend des spécialités. Mais en général, la plupart des services ont mis en place des checklists en disant, bah voilà, à l'entrée, on vérifie qu'il y a ci, il y a ça, on évalue ça, on mesure la tension, le poids, la taille, que sais-je. On évalue telle ou telle chose selon les spécialités. Donc la plupart des services ont des checklists d'admission. C'est assez classique, c'est une procédure habituelle. Et donc évidemment on se dit, bon bah ok, bah, il suffit de respecter la procédure. Oui, mais quand le patient arrive en hospitalisation, bah, parfois le patient il n'est pas forcément très bien. Si on l'hospitalise, en général, il y a une raison. Il n'est peut-être pas forcément en état de répondre à toutes les questions, de subir tous les examens dès son admission. Que se passe-t-il dans la tête de l'infirmier qui va devoir remplir sa checklist pour l'admission de ce patient? Il se rend bien compte que le patient n'est pas en état, donc qu'est-ce que je fais? Je diffère, mais je diffère comment? Comment je m'assure que la question qui n'a pas été posée sera posée le lendemain? Ou à un autre moment? Par qui? Comment je transmets l'information? Comment être sûr que ça va être fait? Comment on le vérifie? Bref, là, il y a une part d'interprétation d'un protocole qui paraît extrêmement clair, hein, extrêmement simple. Mais il y a quand même une décision qui est prise. Et parfois, on se rend compte que bah, la question, elle n'a pas été posée. Ou voilà, ça s'est perdu, on l'a oublié. C'est typiquement ce genre de situation qu'on va examiner sur un tableau 5 colonnes. L'évaluation de la douleur à l'entrée n'a pas été faite parce que le patient n'était pas en état à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Quel est le... Et donc, on va décortiquer chaque situation. La part d'interprétation des protocoles est énorme. Chaque patient est unique. Le savoir-faire des soignants réside précisément là-dedans. Dans l'adaptation à la situation individuelle particulière, toujours particulière, qu'il a en face de lui. Et parfois, cette interprétation, elle est facile, mais parfois, elle est loin d'être simple. Et donc, on va revenir sur ces sujets-là, ces sujets qui sont traités
50 fois par jour par chaque soignant. Hein. D'accord ? Entendons-nous bien. Donc on essaie d'avoir ce temps de retour pour encore progresser sur la façon dont on fonctionne individuellement et en équipe. Alors je vous ai donné un cas très, très clinique, mais on peut prendre d'autres cas. Il y a des cas qui peuvent être de l'organisation. Ah bah tiens, pour prendre un cas qui va vous parler, on devait faire des tests PCR à l'entrée. Ça vous parle encore les tests PCR là ? Vous savez, les trucs un peu désagréables. Ouais, on oublie vite ces trucs-là. Donc on devait faire des tests PCR à l'entrée de chaque patient. Hop, rupture de stock dans un service. Pas possible de faire le test. Il n'y avait pas d'approvisionnement de tests. Donc, problème, on n'a pas pu faire le test parce que plus de tests disponibles. Pourquoi ? Il n'y avait pas de réapprovisionnement qui a été fait. Pourquoi il n'y a pas de réapprovisionnement qui a été fait ? Parce que le truc a été mis en place dans l'urgence. On n'avait pas défini très clairement quel était le protocole de recommande du test en cas d'épuisement du petit stock dans le service. Donc ça peut être des choses comme ça, extrêmement, extrêmement simples. Cette porte qui était fermée est restée ouverte. Pourquoi elle est restée ouverte ? Parce que quelqu'un a fait le ménage, a voulu faire sécher, a laissé la porte ouverte. Résultat, il s'est passé des personnes sont rentrées dans le service, elles n'auraient pas dû, etc. Il se passe des choses dans les services, parfois des micro-trucs, parfois des choses moins micro, et on y revient. Et c'est comme ça qu'on progresse dans la compréhension de ce qui nous arrive et dans la façon dont on interprète nos protocoles. Ensuite, il y a un deuxième type de décision, deuxième type de sujet qu'on va regarder, qui est le niveau du dessus. Donc vous avez la première boucle, c'est vraiment au niveau de l'équipe. La deuxième boucle, c'est entre équipes. Cette deuxième boucle d'apprentissage, alors ça va, vous connaissez bien aussi ce genre d'outils. On en a mobilisé de deux sortes, de deux types. Bon, des Kaizen, assez classiques, sur la résolution de problèmes complexes. Donc typiquement, c'est quand un sujet concerne plusieurs services. Typiquement, les transports sanitaires concernent à la fois un service de soins qui les commande, et le service des transports qui les gère avec la régulation et les effecteurs. Donc il faut mettre un peu tout ce monde-là autour de la table pour essayer de comprendre pourquoi ça marche pas bien, il y a des retards, etc. Et puis il y a les communautés de pratique. Alors les communautés de pratique, c'est sur un rythme mensuel. C'est 1 heure, une fois par mois. Ça se fait par site. On a plusieurs sites hospitaliers dans Paris. On s'est organisé comme ça parce que c'est plus simple. Enfin, en tout cas, les communautés de pratique sont organisées comme ça parce que ça colle à notre organisation géographique. Et donc, les communautés de pratique, c'est le moment où les équipes vont partager ensemble leurs apprentissages. En fait, il y a 2 temps dans les communautés de pratique. Il y a le partage d'apprentissage. Tiens, j'ai appris un truc. Je le partage. Et puis, il y a du soutien mutuel sur des problèmes communs. Typiquement, Vigipirate est renforcé. Donc, ça a un impact sur le droit de visite et on doit définir des nouveaux horaires, des nouvelles modalités d'accueil des visites sur le site. Donc, évidemment, il faut que l'accueil, la sécurité, les services de soins se parlent pour se dire, comment est-ce qu'on aborde cette question, par exemple. On a une certification de la Haute Autorité de Santé dans 3 mois, il faut la préparer. Comment est-ce que tu fais toi ? Comment est-ce que tu fais toi ? Etc. Soutien mutuel. Partage des problématiques communes, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ça crée des occasions pour les gens, encore une fois, toujours pareil, de partager la bonne information, d'être sûr d'être sur le bon problème, et de prendre les problèmes de la même façon. Donc les communautés de pratique et les Kaizen pour avoir cette deuxième boucle d'apprentissage entre équipes. Puis alors, il y a une troisième boucle qui cette fois-ci est au niveau de tout l'hôpital. Vous la connaissez aussi, les outils sont habituels, donc là on va tomber plutôt sur des outils de type Obeya. Je vous ai mis des photos de l'Obeya qu'on a à la direction. Donc cette Obeya, elle a plusieurs objectifs évidemment.
Le premier, c'est de clarifier les objectifs qu'on poursuit et de vérifier que chacun reste aligné sur ces objectifs-là. Alors, vous allez me dire, dit comme ça vous paraît peut-être un peu évident. J'espère bien que chaque direction est alignée sur les objectifs de l'établissement. Ouais. Chez vous, peut-être. Chez nous, pas toujours. En tout cas, ça vaut le coup d'en discuter. Donc c'est ce qu'on fait là. Vous savez les trucs, ah oui, je fais ça, mais bon, j'ai pas le choix. On me demande de le faire, je suis obligé, il y a une circulaire, il y a machin. Et oui, peut-être, mais en quoi ça facilite la vie des soignants? Je rappelle que nos objectifs en tant que direction, c'est de faciliter la vie des soignants. Hein. L'exemple que je donne toujours, parce que c'est un de mes préférés, c'est l'introduction d'un système de ticketing. C'est bien les systèmes de ticketing. Donc on a, évidemment, comme dans tous les hôpitaux, il y a beaucoup de bâtiments, donc il y a des problèmes de maintenance. Et alors, on a plein de problèmes. D'abord, on a des problèmes de recrutement, déjà, pour commencer, ce qui fait des problèmes de charge-capacité. Bon. Et puis, on a des problèmes d'organisation, parce que comme on a une centaine d'adresses différentes dans Paris, c'est un peu compliqué de s'organiser. Bref, le service rendu est objectivement perfectible. Perfectible. Et donc, le service de maintenance me dit un jour, on a une super idée là, c'est bon. On a bien compris que vous vouliez quand même faciliter la vie des soignants. On voit bien quand même que le service n'est pas tout à fait au bon niveau. On va mettre un logiciel et les cadres maintenant devront, au lieu de nous appeler au téléphone, devront remplir le logiciel. Ça va être vachement mieux. Sans doute. Pas sûr que ça facilite complètement la vie des soignants. En tout cas, ça n'a certainement pas amélioré le service rendu, ça c'est sûr. En revanche, ça a donné un prétexte à la maintenance pour dire que s'ils n'étaient pas bons, c'est que le truc était mal rempli dans le logiciel. Mais, bref. Donc, on a des discussions intéressantes pour savoir... Non, mais je vous donne des exemples, évidemment, c'est pas toujours si évident. Des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais, encore une fois, vous voyez, dans tout ce que je présente jusqu'alors, on ne fait pas grand-chose sauf des discussions, en fait. Hein. On a créé simplement des structures de communication où les gens peuvent se parler. Ils peuvent se parler au niveau de l'équipe, peuvent se parler entre les équipes, peuvent se parler pour des sujets qui concernent tout l'hôpital. Pour éviter là, en l'occurrence pour l'OBEA, qu'il y ait une direction qui fasse quelque chose parce que ça l'arrange elle, mais que ça ait de tels impacts sur les directions d'un côté qu'en fait, l'impact sur l'hôpital, il est compliqué, quoi. Donc, on fait ça, et puis j'ai mis ça anime les codires, parce que les codires, maintenant, ont un ordre du jour standardisé aussi. On commence toujours par un témoignage patient, un retour du Gemba et un changement présenté donc en OBEA. Bon, alors tout ça, c'est pour aider à mieux faire tourner la boutique. Enfin, on espère. Donc, créer ces structures de communication pour que les gens se comprennent mieux, que l'information circule mieux et qu'on progresse dans la résolution de problèmes. Donc, on essaie de ne pas se tromper de problème, enfin moins. On essaie de ne pas trop se tromper non plus sur les solutions. Et encore un peu moins sur la mise en œuvre. Alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais il n'y a pas que des sujets qui concernent l'hôpital stricto sensu. Il y a des choses qui vous dépassent. Le schéma, là, de dire, oui, il y a l'individu, l'équipe, plusieurs équipes, tout l'hôpital, d'accord, mais en fait, je pourrais faire une autre boucle avec l'extérieur de l'hôpital. Il se passe des trucs à l'extérieur qui s'imposent à nous. Alors, pour ça, on a les task force. Donc, les task force sont des sujets... donc on traite, comme leur nom l'indique, en task force, c'est-à-dire qu'il y a des petits groupes qu'on constitue en général pour le moyen terme. Donc on est sur des sujets typiquement qui durent plusieurs années. C'est là qu'on va traiter par exemple le sujet du développement durable. C'est là qu'on va traiter le sujet de l'attractivité. Vous avez peut-être entendu parler des difficultés de recrutement des hôpitaux. Donc on ne fait pas exception, on a des difficultés de recrutement, notamment de personnel infirmier. Pour traiter cette question de l'attractivité des infirmiers, par exemple,
bon, bah, il est évident qu'il y a tout un tas de choses qui nous échappent complètement. L'état du marché du travail infirmier, c'est l'état du marché du travail infirmier. Les grilles de la fonction publique d'infirmier sont les grilles, etc. C'est des données, favorables ou défavorables, mais en tout cas, ce sont des données. Et puis, c'est probablement un sujet extrêmement compliqué. Donc, on ne sait pas l'aborder frontalement. En revanche, on sait créer des endroits où des petits groupes vont découper le sujet en sous-problèmes plus manœuvrants, plus abordables, sur lesquels on va pouvoir tester des choses. C'est là où on va introduire beaucoup d'innovations. Et c'est là où on va progresser beaucoup par essai-erreur. Donc les task force, donc typiquement l'attractivité, ben voilà, je ne sais pas fabriquer des infirmières comme ça en claquant des doigts. En revanche, je sais travailler sur le bon accueil des stagiaires, je sais travailler sur l'accueil des nouveaux arrivants, je sais travailler sur du compagnonnage pour ceux qui nous rejoignent, je sais travailler, je sais créer une prime d'engagement collectif pour des projets collectifs, pour fidéliser les gens, enfin, je sais faire un certain nombre de choses quand même. Donc tout ça est en task force. Ces task force, elles sont renouvelées de temps en temps, ce qui permet de renouveler le regard et de renouveler la réflexion. Donc, typiquement, sur une task force attractivité, on va avoir les professionnels concernés, donc infirmiers, cadres supérieurs, et on va changer de temps en temps l'équipe. Ce qui permet de renouveler le regard, et ça permet de progresser dans les apprentissages. Alors, ça marche pas mal. Hein, ça marche pas mal. On a divisé par pas loin de 5 les flux de départ infirmiers l'année dernière. On a diminué de 15% notre consommation de gaz l'année dernière. Vous voyez, enfin, on arrive à faire des trucs quand même. Ça marche. Et donc voilà à quoi ressemble le système quand on le met en perspective. Les différentes boucles d'amélioration et les sujets de moyen terme avec les task force. Donc, vous l'avez compris, l'amélioration continue au plus près des équipes. Je ne vais pas beaucoup parler des outils parce que vous les connaissez tous, donc je ne me suis pas étendu là-dessus, mais essentiellement, tableau 5 colonnes, démarche 5S. Les journées d'amélioration continue sont des moments de célébration de ce que font les équipes au quotidien, où on progresse donc par l'apprentissage au niveau de chaque équipe. Ensuite, résolution de problèmes, partager les apprentissages, on a les Kaizen, les communautés de pratique, où on est à l'étage du dessus entre équipes, où le but, je dis plusieurs fois hier, se mettre d'accord sur les problèmes, savoir ce qui nous arrive. Les sujets de moyen terme avec les task force, et l'alignement stratégique avec l'OBEA, et les changements qui se préparent. Donc comment est-ce qu'on prépare les changements, comment est-ce qu'on les pense, comment est-ce qu'on les explique, et comment est-ce qu'on les met en œuvre jusqu'au bout. Oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est un truc très important. Donc, il y a, je décide de changer quelque chose. Je décide de mettre en place un système de ticketing. Mais une fois qu'il est mis en place, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête quand c'est redevenu facile pour les utilisateurs. Ce qui est un truc pas complètement naturel, ça. Souvent, on pense que quand on a fait le truc pour nous, ça s'arrête là. Non. Et donc, tout ça, le but c'est de prendre de meilleures décisions pour nos patients. C'est-à-dire de placer chacun dans des conditions où ils font qu'il dispose d'une meilleure information et il est plus à l'aise pour traiter cette information, pour prendre de meilleures décisions. La conviction vraiment profonde, elle est résumée vraiment là-dessus. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes de fonctionnement, des dysfonctionnements, c'est certain, vous l'avez bien compris, la conviction c'est ça, c'est certainement pas la faute des personnes, c'est la faute des conditions dans lesquelles on place les gens. Donc on essaie d'améliorer ces conditions, en créant toutes ces structures de communication et de développement des personnes. Et tout ça, je vais reboucler avec ça, est tenu par les Gemba. Donc, par le fait... Alors, je demande aussi à mes directeurs, d'ailleurs, de faire des Gemba. Mais j'en fais donc beaucoup. Et je vais voir tous les différents étages de ce système
de l'OBEA jusqu'aux routines hebdomadaires dans les équipes, pour soutenir, alimenter en permanence cette démarche. Alors pour les impatients, vous avez eu un avant-goût aujourd'hui, et pour ceux qui seraient intéressés par le sujet, il y a un ouvrage qui sortira le 31 octobre qui détaille tout ça, et évidemment avec un peu plus de détails sur pourquoi on en est arrivé à ce système d'hôpital apprenant 31 octobre pour la sortie du bouquin. Il me reste une dernière chose. Évidemment, alors je voulais présenter, c'est comme ça qu'on l'a construit, mais évidemment ce système il est à rien sans l'implication de tous. Ce qu'on essaye de faire dans le système finalement, c'est d'obtenir l'engagement, d'obtenir en fait l'implication de tous dans le système, et donc qui serait rien sans l'implication en premier lieu de tous les cadres de santé, cadres supérieurs de santé, encadrement des services administratifs, techniques et logistiques, directeurs, qui s'impliquent pour faire fonctionner ce système. Donc j'aimerais profiter de cette tribune pour les remercier tous chaleureusement de faire confiance aux directeurs. Merci pour eux, parce que c'est pas facile quand même. Je sais plus qui disait hier que c'est jamais facile de s'engager dans ce genre de démarche. En fait, c'est extrêmement difficile, même si ça paraît simple quand on le présente comme ça, de façon un peu schématique. C'est extrêmement difficile, donc merci de faire l'effort de croire les délires du directeur qui a monté ce système un peu fou, mais qui, je pense, j'espère, fait que l'hôpital fonctionne aujourd'hui un petit peu mieux qu'hier et qui fonctionnera encore mieux demain. Merci à tous.